L'été dernier, j'ai quitté un appartement où je vivais par intermittence depuis 3 ans, un record. J'avais profité, en y arrivant, d'avoir toutes mes affaires sous les yeux pour désherber encore. Les gens qui entraient chez moi disaient que c'était très rangé, dépouillé ou épuré ou vide, un peu froid, austère, monacal. Tu voudrais pas au moins accrocher quelque chose au mur ? Des mois avant mon départ, mon bail et mon wifi déjà résiliés, j'ai choisi les rares meubles à conserver et j'ai photographié les autres pour les mettre en vente. J'ai bradé des chaises, donné mon canapé et ma table de balcon. En cherchant comment démonter les plafonniers, j'ai décidé qu'à l'avenir, je n'aurais plus que des lampes sur pied. Je renoncerai aussi aux rideaux, à ce qu'il fallait visser ou clouer, ce qui nécessitait une échelle ou un quelconque savoir-faire manuel. Ma mère m'avait enseigné à réduire la voilure, et mes tris antérieurs avaient affûté mon regard. Mais la nature a horreur du vide, et en 3 ans, les choses s'étaient accumulées. J'ai débarrassé des sacs entiers de livres et de vêtements, démarche toujours dangereuse, un pari sur ce dont je ne regretterai pas la disparition. J'ai peiné en attaquant les bandes dessinées, reliées à mon enfance par 1000 fils invisibles. Je parcourais des pages sans émotion, une seule image réactivait un souvenir et je décidais de garder l'album. L'impression de me trahir en défaisant les collections complètes que j'avais mis des années à constituer. Il aurait fallu pouvoir tout mettre dans un livre léger, complet, facile à emporter en cas d'incendie et qui fonctionnerait comme la molaire permettant de reconstituer le dinosaure entier, la molaire ou le moustique. Un registre de visages, de prénoms et d'histoires. Les vidéos reçues, les photographies perdues, les requêtes pour des appartements que je n'ai pas obtenus ou que j'ai déjà quittés. Les rues de quelques villes, le ciel en fin de journée, celui des poèmes de Marthe D, cette lumière vers 8h du soir en juillet qui décompose les gestes comme s'ils étaient des phrases et donne l'impression de vivre dans un roman. Les livres que j'ai lus, ceux que j'ai lus en partie, ceux que je n'ai pas lus. La voix de mon filleul, les expressions de ma mère, les événements du monde, les personnes que je n'ai pas connues. Ce qui n'a pas laissé de traces ou très peu, juste assez pour souligner le manque. Ce qui n'est jamais arrivé et que je voudrais ne pas voir disparaître. Certains silences. Enregistrer un mouvement, l'étrangeté générale qu'il y a à vivre quand on y pense. Mais s'il avait fallu écrire ce livre en parallèle, j'aurais mis des années à vider l'appartement. J'ai parfois l'impression que, comme celle d'un téléphone, ma mémoire sature. Je dois faire de l'espace, apprendre à oublier, arrêter de lutter contre le temps, ne plus essayer de retenir. Contempler ce qui est resté pris dans un remous, enchevêtré dans les branches d'un arbre étendu dans le courant, et laisser filer le reste. La mémoire fluide, l'oubli comme une forme de privilège, une légèreté. Je crois toujours qu'une fois que j'aurai dressé l'état des lieux, tout lu et tout écrit, je respirerai mieux et ne trouverai plus si terrifiante la perspective de la nuit où se déclarera l'incendie. Je ferai peut-être mieux d'arracher les pages de mes carnets pour les coudre les unes aux autres, une voile immense prête à claquer au vent. En attendant, il faut bien conclure juste une chose encore. Musée de zoologie, un matin de septembre. Je suis là pour inventorier des animaux empaillés et je me prends d'affection pour le perroquet hibou, étrange oiseau qui refuse de trancher, menacé d'extinction et classifié comme spécimen rare à sauver en cas d'incendie. Dans la même salle se trouvent des centaines de bêtes, dont un requin et un rhinocéros, mais ceux-là, dit le taxidermiste du musée, sont trop lourds pour être transportés en urgence. Si la baraque brûle, il brûle avec. Et la tortue, je demande. Les dernières années de sa vie, elle était tellement immobile dans son enclos que le personnel du zoo n'a pas noté de changement le jour où elle a arrêté de respirer. Quand le taxidermiste l'a réceptionnée, sa mort remontait à une bonne semaine. Il explique qu'aujourd'hui la profession s'est spécialisée. Tu fais juste les rapaces ou les batraciens, mais à l'époque on prenait ce qui arrivait. Lémuriens, chats domestiques, paons, on apprenait sur le tas. Lui-même n'avait jamais fait de tortue.
le temps qu'il déniche un livre décrivant la procédure, la décomposition du cadavre se poursuivait. L'odeur dans l'atelier est devenue insoutenable. Le taxidermiste s'est installé dehors, sur la grande place devant le musée. Les gens qui flânaient approchaient de son établi. La difficulté était de découper la carapace sans l'abîmer. Scie sauteuse, disque à métaux, il combinait les outils en cherchant un moyen de caler l'ouverture. Les gens reculaient, une main sur le visage. La carcasse vidée et nettoyée restait encore à la rembourrer. Le taxidermiste a pris ce qu'il avait sous la main, ce qui traînait dans ses poches et dans son atelier, ce qui jonchait le sol de la place. Laine de verre, sable, ficelle, papier d'emballage, reçus de supermarché, billets de bus. Pas très orthodoxe, sourit-il. La tête du restaurateur qui ouvrira la bête dans quelques années. Je regarde la tortue jusqu'à me convaincre que j'ai surpris un frémissement sous sa peau, un reflet dans son œil. En cas d'incendie, je voudrais qu'on la sauve aussi. Il faudrait la soulever pour voir si c'est faisable.